Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc sur cette premier atelier. En fait, on a l'honneur de démarrer cette journée avec un sujet donc très intéressant, puisqu'en fait, il est au cœur des sujets de discussion et de négociation entre partenaires lorsqu'il y a une recherche collaborative mise en place, notamment entre acteurs du public et acteurs du privé. Et on va donc être amené à traiter ce matin les questions qui relèvent des options à prendre en termes de copropriété, de licence simple, licence exclusive, licence avec option, cession, de façon à essayer de mettre en évidence avantages et inconvénients de ces différents cas de figure et de voir dans quelle mesure on peut mettre en évidence des clés d'arbitrage. Alors pour en parler, ce matin, on a la chance d'avoir avec nous Olivier Lequéré, donc Assistant General Counsel au département Recherche et Innovation d'Interdigital. Bonjour Olivier. Bonjour, merci. Et puis Franck Teston, qui est le directeur de la recherche partenariale au sein de la SAT Ouest Valorisation. Bonjour Vincent. Bonjour Franck. Voilà. Alors, au-delà de ces définitions de base que vous pouvez voir sur l'écran, on a décidé ce matin finalement d'aborder ce champ de questionnement sous différents angles pour essayer de faire un premier tour d'horizon. Ce ne sera pas forcément complet, mais l'idée c'est qu'on puisse avoir un certain nombre de clés de base autour de ces différentes notions. Les angles d'attaque que l'on propose, au regard du risque financier économique, sous l'angle fiscal, en termes d'exploitation de résultats, en termes de défense des droits, et puis lorsque l'on fait face à un financeur, ce sont les différentes propositions qu'on a souhaité mettre en évidence. Alors on va aborder tout d'abord donc la question sous l'angle du risque financier et économique. Olivier, je me tourne vers toi. Donc, selon toi, quels sont les principaux éléments à prendre en considération au regard des différentes cas de figure énoncés, donc copro, licence et cession? Le risque financier, donc, c'est de conserver la valeur du brevet. Le brevet est un asset pour l'entreprise et nécessairement, il y a une nécessité de conserver sa valeur tout au cours de sa vie, que ce soit à terme défensif pour protéger ses propres produits et son exclusivité, ou que ce soit en termes de, si vous êtes une entreprise de licensing, pour avoir un bien à licencier auprès des clients. La meilleure solution, et je ne dirais pas ça pour toutes les autres questions, la meilleure solution, c'est sans doute la copropriété, puisqu'il y a un partage du risque entre les deux co-créateurs, les deux copropriétaires, qui va permettre d'amortir un petit peu les coûts, puisque déposer un brevet, ça a un coût, et d'amortir les risques. Si jamais le brevet venait à être annulé, toute la recherche qui a été menée, éventuellement, n'est plus valorisable. La question, évidemment, ça va être la complexité à gérer cette répartition des risques. C'est-à-dire que dès lors que vous allez vouloir déposer un brevet, il va falloir l'accord des deux parties. Dès lors que vous allez vouloir effectuer une action en justice, même si on verra tout à l'heure dans l'exploitation qu'on peut le faire tout seul, c'est quand même plus pratique de le faire à deux. Ce que j'ai vu dans le passé un petit peu, c'était des répartitions géographiques du titre, c'est-à-dire que l'un des copropriétaires va dire écoute, moi je vais prendre l'exploitation à ma charge et donc les frais en Europe, tu vas prendre les frais d'exploitation et les risques aux États-Unis. Ça permet de conserver cette copropriété, cette atténuation des risques, tout en ayant quand même une copropriété en place. En ce qui concerne la licence ensuite, c'est à mon avis l'un des plus mauvais systèmes. En ce qui concerne encore une fois le partage du risque financier, puisque dans la licence, l'organisme qui a créé le brevet en reste propriétaire. C'est donc lui qui conserve ce risque si jamais le brevet est annulé par la suite. Mais dans la réalité, celui qui va le valoriser, c'est le licencié. Et ce qui signifie qu'on va avoir une dissociation entre le propriétaire et celui qui va activement valoriser ce brevet. Donc on va avoir une partie qui ne va rien posséder de tangible. Si l'entreprise, le licencié tombe en faillite, par exemple, il n'a pas d'actif en tant que tel dans le brevet, il a juste un droit de licence. Et à l'inverse, le propriétaire du brevet, dans le cas d'une recherche collaborative public-privé, un organisme public, ne va pas avoir de possibilité pour contrôler l'exploitation par le licencié. Et pour l'achat, c'est sans doute la solution la plus simple. L'acheteur va avoir
tous les risques financiers à sa charge. Il va acheter pour une certaine somme l'ensemble des brevets, enfin l'ensemble plutôt des droits sur le brevet. La question qui va se poser dans ce cas-là pour le partage des risques financiers, c'est les garanties par le vendeur, l'organisme public qui va lui vendre le brevet. Qu'est-ce qu'il lui garantit? Est-ce qu'il va lui garantir que le brevet est bien valable? Est-ce qu'il va lui garantir qu'il n'y a pas de tiers qui ont des droits sur ce brevet? Est-ce qu'il va venir l'aider s'il faut défendre le brevet? Parce que comme ce n'est pas l'industriel qui l'a créé, il va falloir avoir des chercheurs sous la main pour être capable d'expliquer en quoi c'est nouveau, en quoi il y a un effet technique, etc. Donc c'est sans doute le plus simple à gérer, mais avec un contrat d'achat qui doit être extrêmement bien verrouillé au départ. Super, merci beaucoup Olivier. Franck, même question, quel est ton point de vue? Oui, alors en fait, c'est vrai que nous, juste pour repositionner, on fait bien la différence entre le risque financier en fait, de la mise en œuvre en fait, de la R&D, qui est un coût en fait, du partage en fait, de la R&D, quand on est dans le cadre d'une recherche collaborative, et après le risque financier en effet des résultats. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie, et nous on se cale vraiment en fonction de la stratégie des établissements de la recherche publique, mais aussi en fonction, comme l'a très bien dit Olivier, de la stratégie de l'entreprise. Je pense qu'on est souvent dans une logique de copropriété de résultats, puisqu'en fait il y a un partage en fait, des risques et un accompagnement, c'est souvent en fait notre logique, et de pouvoir accompagner l'entreprise avec la dimension des recherches, et surtout naturellement pour la recherche publique, ce qui est important aussi, c'est que ces innovations en fait, puissent bien être exploitées par les industriels. Donc souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans un régime de copropriété avec, j'allais dire, un domaine d'exclusivité pour l'entreprise en fait, sur des territoires à définir. Et en effet, dans certains cas, on peut se partager en fait des territoires, on peut se partager en fait des domaines pour partager le risque. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la stratégie de l'entreprise, en fonction des résultats qu'on peut obtenir, est-ce qu'ils sont en fait suffisamment larges pour pouvoir être dans différents domaines ou des stratégies en fait de pays en fonction de l'entreprise. Et puis en effet, comme l'évoquait après Olivier, sur le volet cession, ça c'est souvent en fait les établissements publics sont assez opposés en fait à la cession, sauf peut-être, je pourrais revenir tout à l'heure en fait sur le volet du numérique, du volet du logiciel, quand on est sur des adaptations, des perfectionnements des logiciels, mais sinon on est quand même assez opposé en fait à la logique en fait de cession, tout simplement parce qu'en fait derrière c'est la valeur en fait de cette cession-là qui est souvent le sujet, et comme l'évoquait Olivier, il y a le risque en fait, l'entreprise prend tous les risques. En effet, si elle décide de racheter en fait l'actif, elle assume la totalité en fait des risques financiers, mais aussi en fait de la continuité en fait, en particulier pour les brevets de la vie, puisqu'en fait à ce moment-là l'établissement devient plus du tout propriétaire, et en effet on est très vigilant aussi des contrats de cession qui sont mis en œuvre éventuellement pour l'accompagnement en fait des défenses du brevet en fait ultérieurement, quoi. Voilà. Merci Franck. Alors on va continuer avec toi, mais cette fois-ci plutôt d'un point de vue fiscal. Sur les différents dispositifs fiscaux, dispositions fiscales qu'il est intéressant d'apprécier comparativement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots, alors que ce soit, j'allais dire, pour les dépenses qui sont engagées pour l'obtention des résultats ou pour l'exploitation une fois les résultats obtenus? Alors, on va dire que si on regarde à compter d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera demain, mais à compter d'aujourd'hui, quand vous faites en fait de la recherche collaborative, vous avez en fait deux options, deux stratégies en fait de fiscalité pour les entreprises. Soit le crédit d'impôt recherche. Vous saviez qu'avant, précédemment, sur la loi de finances de 2019, vous aviez en fait le doublement du crédit d'impôt recherche quand vous étiez en fait avec une structure qui était reconnue. Depuis la loi de finances 2019, le doublement du crédit d'impôt recherche en fait est fini. Donc vous avez un crédit d'impôt simple à 30%, mais néanmoins pour la recherche collaborative, nous avons maintenant en fait ce qu'on appelle le SICO, donc le crédit d'impôt recherche collaborative, qui a quand même, il faut se le dire, quelques points clés, et on y reviendra. En particulier, en fait, si vous avez une cession ab initio des résultats, c'est-à-dire en fait une appropriation des résultats en fait par l'entreprise, appropriation, excuse-moi, un échange en fait sur l'affectation en fait des résultats en fait à l'entreprise, vous n'êtes plus éligible au SICO. Le SICO, en fait, une des conditions pour être éligible au SICO, c'est le partage des résultats. Alors après, il y a des stratégies, on peut dire qu'on peut engager la cession cette fois-ci au lendemain, ce qui fait qu'on est bien sur un partage de propriété. Après, on active en fait un transfert de techno. Mais c'est vrai qu'il y a des stratégies comme ça en fait à bien mettre en œuvre, et aussi sur le coût de la R&D, puisque le SICO, l'entreprise ne doit pas financer plus de 90% des coûts de la R&D pour pas que ça soit assimilé à une prestation. Donc c'est vraiment partage de la valeur.
et partage en fait des risques. Et après sur la fiscalité, quand vous achetez en fait de la propriété intellectuelle, c'est de l'amortissement en fait d'actifs immatériels sur la partie CIR. Franck, peut-être quelques mots en complément. Olivier, pardon, excuse-moi, quelques mots en complément des propos de Franck. Est-ce que tu as des éléments précis? Oui, je voudrais revenir sur une situation particulière par rapport au CIR. Donc Franck a vanté les bienfaits du CIR et c'est quelque chose qui nous, en effet, est très très important. Il y a toutefois une subtilité à avoir en tête depuis février 2024. Le CIR, donc, il va couvrir vos dépenses de recherche, il va couvrir également, nous dit la loi, les dépenses de protection du titre, du dépôt du brevet, etc. Ça entre dans l'assiette du CIR. Toutefois, on a une décision de la Cour administrative de Marseille du 15 février 2024 dernier qui est venue apporter une limitation à cet intérêt, à savoir que, Marseille 15 février 2024, vous avez, lorsqu'une entreprise fait des dépenses liées à un brevet, mais qu'elle n'a pas de dépenses de recherche à côté de ça, eh bien les dépenses de brevet ne sont elles-mêmes pas éligibles au CIR. Le raisonnement de la Cour consiste à dire, si vous ne faites pas de recherche, vous n'êtes pas éligible au CIR, même si vous avez des brevets. Donc dans le cas où vous êtes une entreprise qui ne fait pas de recherche, mais qui rachète un brevet à un organisme public, ou même privé, mais en général ce sera un organisme public, si vous ne faites pas de recherche en interne, vous ne pourrez pas utiliser ces dépenses de brevet dans le cadre du CIR. Et donc dans ce cas-là, il faudra peut-être à ce moment-là s'intéresser comme le disait Franck, plutôt au SICO qu'au CIR. Merci Olivier. Pardon, je voulais compléter, excuse-moi Vincent, je voulais compléter, on en discutait tout à l'heure avec Olivier. Alors c'est pareil, hein, on est vraiment sur un cas un peu atypique, mais les entreprises qui ont une stratégie en fait de licensing, vous avez dans le cadre aussi d'une loi de finances, je crois qu'il doit dater aussi de 2019-2020, une imposition, une fiscalité réduite en fait sur les retours de licensing quand vous faites votre R&D en France. Donc là, ça rebondit aussi à ce que vient dire Olivier précédemment, c'est-à-dire que globalement, si vous avez une R&D, si vous avez des brevets et que vous ne faites pas de R&D, vous n'avez pas de CIR, mais après derrière, derrière vous faites du licensing sur ces brevets-là, en plus vous avez vous ne pouvez pas avoir la fiscalité réduite. Donc tout ça pour vous dire, pour les entreprises, faites de la recherche collaborative, définissez bien votre stratégie en fait derrière de propriété intellectuelle, de copropriété, de cession ab initio, de cession en fait au lendemain ou de copropriété en fonction des territoires, des domaines. Ça va dépendre et c'est pour ça en fait souvent on travaille nous aussi, même quand on négocie des contrats, on négocie en fait avec les équipes d'IP au sein des entreprises, mais il ne faut surtout pas occulter en fait la fiscalité pour les entreprises. Et en effet, il y a vraiment aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vient de se dire là, un vrai positionnement stratégique des entreprises à avoir à la fois sur le R&D, sur l'IP et puis sur la fiscalité qui est associée. On va enchaîner sur la question de l'exploitation des résultats. Et vous essayez de voir quels sont grosso modo les avantages et les inconvénients de ces options. Olivier, oui. Quels éléments différenciants te semblent pertinents ? J'ai dit beaucoup de bien de la copropriété sur le partage du risque financier. On va retrouver le pendant de cette même pièce de l'autre côté sur l'exploitation des résultats. C'est très très lourd la copropriété. C'est-à-dire que vous avez des règles supplétives dans le code de la propriété intellectuelle qui s'appliquent si jamais il n'y a pas d'accord de copropriété, et ces règles sont compliqué à mettre en œuvre. Il y a notamment, vous devez informer tout votre partenaire à chaque fois que vous signez une licence. Il a un droit d'opposition si jamais le licencié ne le convient pas. Il peut vous racheter vos parts de brevets. Vous avez une obligation de partager les revenus issus de cette licence avec votre partenaire s'il n'exploite pas. Donc quand on le fait avec un partenaire public, ça signifie en général qu'il va falloir faire un partage de revenus. C'est extrêmement compliqué au quotidien, la copropriété, sauf si on a négocié un accord qui est vraiment très adapté, mais il faut savoir que cet accord de copropriété que vous allez négocier au début va prendre beaucoup de temps, parce qu'on est encore sur un terrain un peu mouvant, donc nécessairement vous perdrez du temps soit au moment de l'accord de copropriété, soit ensuite dans l'exploitation. Sur la licence exclusive, la seule question qui va se poser, ça va être celle du prix à payer pour cette licence, la manière de le calculer. Globalement, vous avez un peu plus de flexibilité que la copropriété. C'est un peu plus souple puisque vous êtes en charge de la valorisation. Il y a juste cette idée, vous avez encore ce lien avec le propriétaire du brevet qui va vous obliger quand même à l'informer régulièrement, mais vous avez les mains plus libres. La vraie liberté, puisqu'on n'a pas de partage de risque, on a également l'ensemble des bénéfices, c'est l'acquisition. Vous récupérez le brevet à 100%, vous êtes évidemment totalement libre pour l'exploiter. La seule question qui va se poser ici, ça va être la question de déterminer le prix. Parce qu'évidemment, quand vous vendez un brevet, quand un organisme public vend son brevet, il ne veut pas le brader. Donc il y a une nécessité de déterminer
quelle est la valeur de ce brevet, et on est au tout début de l'exploitation, c'est un petit peu un pari. Alors, vous avez, nous, en tout cas du côté interdigital, on essaie de négocier des prix fixes parce que ça permet de lisser le risque de cette acquisition. Le brevet, on le valorise, tant mieux, on ne le valorise pas, tant pis, mais au moins l'organisme public a reçu une certaine somme et après, c'est notre problème. Vous avez éventuellement des mécanismes qui prévoient aussi des ajustements des primes. Vous payez un prix fixe et si jamais votre brevet est licencié pour plus d'1 million, vous allez verser un complément de prix. Si votre brevet est mis dans un standard, vous allez verser un complément de prix, etc. etc. Vous avez tous ces outils-là. Mais une fois qu'on a franchi cette étape de détermination du prix, et en général c'est un peu moins compliqué à négocier qu'un accord de copro, c'est vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable au quotidien. Franck, des observations, compléments? Non, je veux simplement des compléments. On a déjà négocié avec Olivier, donc on se connaît bien là-dessus. Je pense qu'en fait, en effet, ça va dépendre des secteurs applicatifs et de l'actif considéré. Est-ce qu'on est en fait sur un dossier technique secret? Est-ce qu'on va être sur un brevet? Est-ce qu'on va être sur un logiciel? C'est vrai qu'on va avoir des stratégies qui peuvent être totalement différentes. Ce qu'on essaye de faire, alors même si je représente en fait la puissance publique, c'est d'essayer de comprendre aussi le besoin de l'industriel et naturellement que ces innovations puissent atteindre le marché, trouver en fait un marché pour qu'elle puisse être exploitée. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la meilleure solution compatible à tous. Et en effet, comme le disait Olivier, il y a plusieurs options et nous, on essaye de développer une option qui me semble intéressante et qui fait écho dans certains secteurs aux industriels. Je m'explique. On est souvent sur la logique en fait de la copropriété et avec une liberté d'exploitation à l'industriel. Alors moi, ce que je dirais, en effet, comme l'expliquait Olivier, il y a le côté des royalties, ça, ce que j'appellerais le fil à la patte. C'est-à-dire que pendant 10, 15, 20 ans, en fait, on va se voir régulièrement, c'est sympathique, on s'apprécie, et on va lui demander, en fait, toutes ces conditions d'exploitation, on aura négocié quelques pourcentages de royalties, alors forcément, il aura déduit beaucoup de frais. Ça, c'est de la négociation où on passe quelques heures dessus. Ce qu'on essaye de faire aussi, de temps en temps, c'est, j'allais dire, d'être pragmatique et passer peut-être moins de temps dans la négociation et être plus business. Donc après, il y a une logique en fait en se disant vous souhaitez l'exploitation de vos résultats et globalement en copropriété et vous ne souhaitez pas ce fameux fil à la patte. Donc nous, on peut proposer, c'est un peu la logique qu'on essaie de déployer dans certains secteurs, c'est de se dire globalement, plutôt que de se poser ou de se baser en fait sur la valeur d'un produit, d'un marché, on va plutôt regarder en fait la valeur, enfin le coût de la R&D qui a été créé. Et ce qu'on propose à l'industriel, c'est de dire ça c'est simple en fait. Quand tu es en recherche collaborative, globalement en moyenne, on est dans les Carnot, vous allez financer un industriel autour de 40 à 50% des coûts de la R&D publique. On va se dire le dernier jour du contrat, on va négocier à ce moment-là un cash libératoire d'exploitation pour des résultats. Et j'allais dire le résultat, l'entreprise, si elle souhaite déposer un brevet, si elle souhaite en fait le garder secret, elle est libre en fait de cette stratégie, j'allais dire, de protection de l'IP, et on lui dit à ce moment-là, nous on souhaite par exemple continuer à être copropriétaire pour se partager par exemple des domaines. Donc on part du principe, on propose à l'entreprise de dire c'est simple, il y a le coût de la R&D, tu n'as pas financé 100% des coûts de la R&D, on te propose un petit calcul assez simple, c'est coût de la R&D multiplié par 1,3 moins ce que tu as financé, ça fait un cash forfaitaire libératoire d'exploitation. Donc dans certains secteurs, en fonction des projets, naturellement, c'est possible, c'est acceptable. Et je vois, en fait, il y a quelques personnes dans la salle qui sont là, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur, en particulier, je le dis, du secteur de l'agri-agro, du secteur du monde de logiciel, ils aiment bien cette logique, en fait, un petit peu de cash forfaitaire, parce qu'on va être sur du dossier secret industriel, du savoir-faire. Je vois aussi certains grands groupes qui ont un département d'IP et derrière en fait et de R&D et après des business units de production. Et là, ils ne sont pas dans une logique du tout de royalties. Donc, c'est à l'équipe de R&D en fait d'assumer en fait le coût en fait d'exploitation. Donc, eux, ils aiment bien le cash forfaitaire parce qu'en fait, d'un seul coup, ils intègrent ça dans le coût de la R&D. Et donc, on essaye de développer ça, d'avoir un cash libératoire, et puis de temps en temps, comme le disait Olivier, en fonction des secteurs, quand on pense qu'il y a une rupture technologique, on peut mettre en place en fait, une clause où on se revoit en fonction en fait, d'une révolution technologique, de l'innovation, en disant si tu génères 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, éventuellement on peut bien se revoir quand même pour repartager un petit peu cette valeur-là. Voilà, donc j'allais dire, ça dépend vraiment de la stratégie industrielle. Le temps avance, il nous reste quelques minutes, il faut qu'on traite la défense des droits, le point de vue du financeur. Donc là, je vais vous demander, messieurs, d'être rapides et concis. Voilà, c'est le challenge. Mais sur la défense des droits, Franck, je te laisse la main. Ta vision sur cette question?
entre copro et licence? En fait, comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, c'est vrai que nous, on laisse l'industriel piloter en fait la stratégie de protection et sa défense. On part du principe en fait que si on octroie une licence exclusive à l'industriel, c'est lui qui a la meilleure vision en fait stratégique de la vie en fait de l'actif. Et par contre, on s'engage à rester à ses côtés, c'est-à-dire vraiment de l'accompagner en fait en cas d'attaque, en cas de défense. On reste en fait à ses côtés puisqu'on reste copropriétaire. Donc, ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier, c'est vraiment le point, c'est-à-dire si on n'est plus copropriétaire d'une cession, il se débrouille. Et si on, après, on s'engage en fait vraiment que sur une obligation de moyens, quoi, et pas d'obligation de résultat. Juste pour ajouter un mot, quand Franck dit la cession, l'industriel se débrouille, dans l'achat du brevet, il y a nécessairement une négociation sur l'aide, puisque le brevet a été co-créé, ou en tout cas créé en partie par la partenaire publique. On a un besoin dans la défense des droits des inventeurs pour avoir leur input et leur vision sur le brevet. Donc, quelle que soit la solution, j'ai envie de dire, elles ont toutes plus ou moins leurs avantages, leurs inconvénients. Le seul point vraiment à être extrêmement vigilant, sur lequel il faut rester extrêmement vigilant, c'est toujours négocier d'avoir le partenaire public à ses côtés. Merci. Alors, dernier point, mais ce n'est pas un point à négliger. On va se mettre dans la peau d'une entreprise qui veut attirer des investisseurs. Selon qu'elle détient une licence exclusive ou pas, selon qu'elle est coproprio ou qu'elle détient complètement le brevet, ce qui est beaucoup plus simple, j'imagine. Avantages et inconvénients, donc à mettre en évidence, surtout quels avantages mettre en évidence auprès des investisseurs. Olivier ? Une phrase pour chacun. Sur la copropriété, pour rassurer un investisseur, il va falloir montrer votre flexibilité. Regardez, même si je suis copropriétaire avec un partenaire public, j'ai la possibilité de valoriser mon invention facilement. Je ne vais pas avoir besoin, à chaque fois que je change une virgule dans mon contrat de licence, d'aller revoir mon partenaire public. Ça, l'investisseur va être très sensible à ça parce que le temps est essentiel. Et si vous avez déjà négocié à 2, c'est pas simple, mais alors à 3, c'est encore plus compliqué. Dans le cadre d'une licence exclusive, ça va être le pouvoir de gestion du titre. Le titre ne vous appartient pas, donc l'investisseur, même si votre entreprise coule un jour, l'investisseur ne récupérera pas la valeur de ce brevet. La valeur de ce brevet repartira chez le propriétaire. Donc dans le cadre de la licence exclusive, ce qui va le rassurer, c'est votre pouvoir de décision sur la gestion du titre. Est-ce que vous allez pouvoir facilement décider où vous allez l'étendre? Est-ce que vous allez pouvoir facilement décider de la façon dont vous allez rédiger ce brevet, de la façon dont vous allez rédiger les contrats de licence? Et enfin, pour l'achat, ce qui va être vraiment essentiel de la part de l'investisseur, ça va être évidemment la solidité technique du titre, puisque vous l'achetez un certain montant. Est-ce qu'il vaut vraiment ce montant-là? Donc, à quel point est-ce que votre brevet est bon? Est-ce à quel point votre brevet est solide? Notamment devant l'OEB, vous avez un rapport de recherche, ça peut être utile d'utiliser ce rapport de recherche. Et puis, les modalités de prix, c'est-à-dire qu'il faut que le prix d'achat soit maîtrisé. Si vous avez un prix au pourcentage, c'est pas la même chose que vous avez un prix fixe. Si vous avez comme je parlais tout à l'heure, des clauses de paiement additionnel parce que vous atteignez certaines étapes, l'investisseur va évidemment y être attentif. Donc c'est vraiment sur cette côté, pour l'achat, c'est vraiment ce côté individuel, de solidité du titre et de garantie de revenus que vous allez devoir mettre en avant. Merci Olivier. Franck, je vais faire très court. Je vais juste compléter ce que je suis complètement d'accord avec Olivier. Ce qui nous arrive de faire en fait quand on le fait une licence, en particulier une licence exclusive, on peut en fait avoir une option de cession en fonction, par exemple, en fait des levées de fonds de l'entreprise, en disant voilà, si tu arrives à faire une levée de fonds avec plusieurs millions d'euros, eh bien on peut activer une option de cession. Et donc je partage à 100% ce qu'a dit Olivier avec le complément sur la licence exclusive d'avoir en fait une option de cession. Bravo messieurs. Alors, parce que le temps imparti a été tenu, donc c'est remarquable. On peut même prendre, le cas échéant, une ou deux questions qui nous viendraient du public. Est-ce que quelqu'un souhaiterait soit s'exprimer en rebond rapidement ou poser une question? Oui, alors je vais me permettre. Merci. C'est à propos du cash libératoire, en fait, j'ai pas bien compris. Parce que vous avez indiqué que derrière, donc l'industriel était libre de gérer la partie pays. Par contre, vous avez quand même parlé de copropriété.
Donc je voulais avoir des précisions là-dessus. Est-ce que du coup il y a la possibilité avec ou sans copro, même si il y a la malle industrielle, ou en fait c'est une cession de résultats? Non, alors en fait, quand c'est comme ça, généralement, on n'est pas en cas de cession, on est vraiment sur un cash libératoire d'exploitation dans un régime de copropriété. D'accord. Voilà. Et donc du coup, comment sont traités les revenus, ce cash libératoire vis-à-vis du coup des parties académiques? Alors le cash libératoire en fait est réparti en fonction de la copropriété académique. C'est-à-dire que l'industriel paye un cash libératoire et qui est réparti après dans les règles de l'art entre les académiques. Oui, mais c'est toute la différence entre les résultats et la partie de pays qui est générée. En fait, il y a une espèce de zone grise. Tant que c'est pas protégé, en fait, il n'y a pas de détermination d'inventeurs, de copropriétaires potentiels. Ce sont des contributeurs à l'activité de la recherche. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait remplir en fait aux chercheurs une déclaration d'invention sur les résultats et avec une quote-part en fait inventif, et après on répartit en fait en fonction des copropriétaires. D'accord. Donc on se base sur les résultats, mais pas forcément ce qui va faire l'objet de la protection, qui est différent. Il y a un delta entre les résultats et la Et protection. après, en fait, souvent, quand on active en fait ce type de contrat, l'industriel, derrière, on n'est pas dans de la protection en fait de brevets. D'accord, très bien. Merci. Voilà, bah écoutez, désolé, on n'a pas de possibilité et pas de marge pour prendre des questions supplémentaires, mais je voulais remercier à la fois Olivier et Franck pour leur témoignage et leur intervention. Un grand merci.